Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général et chers collègues. Je crois que nous en sommes à la 5e année consécutive où le projet de loi censé approuver les comptes de l'État ne sera probablement pas adopté par le Parlement, signe certes d'une absence de majorité à l'Assemblée nationale, mais aussi, il faut le dire, d'une crise démocratique profonde. Alors certes, les précédentes lois de règlement puis d'approbation des comptes étaient davantage que cette année caractérisées par une forme d'insincérité politique et budgétaire, avec des volumes très importants de reports ou d'annulations de crédits, dont acte. Mais malgré une amélioration timide du déficit public, ce texte est pour nous, socialistes, l'aveu d'une mauvaise gestion des finances publiques, d'une incapacité des gouvernements successifs en 2025 à tenir les engagements pris, et puis d'une inégalité fiscale persistante aux conséquences ravageuses pour la cohésion sociale et territoriale de notre pays. Et si le déficit public s'établit, selon les chiffres annoncés, à moins 5,1% du PIB en 2025, c'est-à-dire une amélioration par rapport au déficit prévu dans la loi de finances initiale, chacun le sait, ce n'est pas le fruit d'une stratégie, mais d'un contexte macroéconomique un peu plus favorable, tant mieux, mais il s'est déjà retourné, et d'une augmentation des recettes sous l'effet d'un rattrapage, bien plus que d'un réarmement fiscal, comme avec la surcote pour les grandes entreprises de l'impôt sur les sociétés. Et disons-le aussi, cette baisse du déficit n'est pas en soi suffisante pour représenter un vrai redressement des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques considère ainsi que le déficit reste à un niveau trop élevé pour permettre de stabiliser la dette publique. Elle a d'ailleurs continué de progresser pour atteindre 115,6 points de PIB. Derrière l'amélioration affichée, il n'y a donc pas encore de redressement durable, mais des mesures provisoires, des coups de rabot, des arbitrages budgétaires, trop souvent justifiés par une simple logique comptable dans l'urgence. Le pilotage serré, pour reprendre votre expression, Monsieur le Ministre, c'est toujours pour les dépenses, c'est-à-dire toujours au détriment des politiques publiques indispensables. Chaque annulation, chaque surgel en avril 2025, en septembre, puis en fin d'année, c'est une politique publique retardée, c'est un dispositif qui patine, c'est une collectivité qui ne peut plus anticiper, c'est un opérateur de l'État en difficulté, c'est surtout de manière générale des services publics qui se dégradent inlassablement, et il en est de même en ce premier semestre 2026. Or, la responsabilité budgétaire, ça ne consiste pas, ou pas seulement, à chercher, à chaque occasion qui le nécessite, de nouvelles variables d'ajustement ou des économies sur les plus fragiles socialement, sur la transition écologique, sur les fonctionnaires, sur les retraités, sur les demandeurs d'emploi ou sur les collectivités locales. Et ce, alors que, en 2026, d'après l'INSEE, les Français verront leur pouvoir d'achat baisser et le chômage augmenter. Pour illustrer de manière concrète les politiques de rabot mises en œuvre par le gouvernement l'an dernier, on peut se pencher sur la mission écologie. Ce n'est pas incompréhensible en cette période de canicule. Eh bien, annulation d'une partie des contrats de location de voitures et locomotives du nouveau matériel roulant de nuit des trains d'équilibre du territoire pour plus de 276 millions d'euros. L'annulation des subventions pour charges de service public versées à l'établissement de sécurité ferroviaire, je parle pour les transports, je ne parle même pas du financement de la transition énergétique des bâtiments. Quant aux relations avec les collectivités territoriales, je tiens à mentionner l'annulation en 2025 de 46 millions d'euros ouverts au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. La même logique avec la dotation de soutien à l'investissement local, diminuée de 26,2 millions d'euros, ou aussi l'annulation pure et simple en avril dernier de 5 millions d'euros pour le fonds violence urbaine. Et ça continue en 2026 avec l'annulation récente de 61 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 40 millions d'euros en crédit de paiement pour les dotations de l'État destinées à l'investissement local.
Ce n'est pas anodin, parce que cela s'ajoute à une série très longue de baisses de crédits qui ont déjà baissé de plus de 400 millions d'euros en autorisations d'engagement depuis le PLF 2025. Nous sommes loin des engagements verbaux pris, notamment ici au Sénat, vis-à-vis des collectivités locales. Car le budget 2025, il était déjà brutal pour les collectivités, qui ont amorti le choc en recourant davantage à l'emprunt et à l'autofinancement. Mais ça ne peut pas se faire éternellement d'année en année. Et beaucoup de collectivités ne pourront pas compenser à nouveau les coupes budgétaires en 2026. Rappelons quand même quels sont les leviers de l'investissement et de la croissance, et que l'État, chaque année, les empêche un peu plus d'exercer leurs responsabilités, y compris par des décisions budgétaires prises en cours d'année. Je veux enfin ajouter que l'ensemble des reculs, ils se sont faits de la part de votre gouvernement et du gouvernement précédent, tout en refusant de bouger sur la taxation des superprofits, notamment des compagnies pétrolières, et malgré des bénéfices records et des dividendes en hausse, tout en ayant un ministre de l'économie, Éric Lombard, qui, après son départ du gouvernement en octobre 2025, a révélé, comme le confirme le rapport récent de notre commission des finances, que ceux qui, dans notre pays, possèdent les plus hauts patrimoines ne contribuent pas comme ils le devraient en matière d'impôt sur le revenu. Que les reculs en matière de politique publique, ils se sont faits tout en laissant les dépenses fiscales coûter de plus en plus cher aux finances publiques, alors que leur efficacité est de plus en plus contestable et contestée, comme pour le crédit d'impôt recherche tel qu'il reste défini aujourd'hui. Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, que pour mon groupe politique, ce n'est pas seulement un texte technique, ce n'est pas seulement une photographie qu'il serait dommage de déchirer, et que contrairement à la majorité sénatoriale, il n'est pas possible pour les socialistes d'approuver les comptes de l'État pour 2025, tant ils illustrent l'impasse budgétaire de bientôt 10 ans de votre politique. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure générale, Monsieur le Président, pardon, mes chers collègues, nous étudions donc une nouvelle fois la LAX. Et si la loi organique de 2022 a créé cette nouvelle catégorie de loi, c'est pour permettre au Parlement de faire au printemps un point sur l'exécution des comptes de l'année écoulée en amont de l'examen du prochain budget social. Alors l'architecture comptable pourrait effectivement faire croire à un simple exercice technique sans haute portée, et ce serait une erreur. La LAX est pourvue d'une signification politique majeure, car elle fixe le résultat d'une politique, celle des comptes sociaux. Alors commençons par ce qui mérite d'être salué. 2 points positifs. Le premier, que pour la première fois depuis 2019, les comptes de toutes les branches et caisses ont été certifiés par la Cour des comptes. C'est un progrès réel dans la rigueur comptable et dans la qualité de l'information au Parlement. Deuxièmement, l'Ondam a été tenu pour la première fois en 5 ans. L'objectif de dépenses a été respecté et même d'ailleurs légèrement sous-exécuté. Rappelons qu'il a été respecté au prix de la suspension de revalorisation pour les kinésithérapeutes, les psychiatres, les gériatres, les dermatologues, les pédiatres, tous des professionnels qui n'étaient pas à l'origine du dérapage. Au prix aussi du gel de dotation pour les EHPAD et les établissements médico-sociaux, retardant des déploiements de moyens attendus et tant débattus dans notre Assemblée. Il a donc été tenu non par des actions structurelles sur l'offre de soins, mais grâce à un vieil outil que nous connaissons bien, le rabot. Et malgré cela, 21,6 milliards d'euros de déficit en 2025, le niveau le plus élevé depuis 2012, hors année Covid. Un déficit qui a doublé en 2 ans. La branche maladie à moins 15,9 milliards, la branche vieillesse à moins 7,1 milliards. Et pour la première fois depuis 2013, même la branche accident du travail est déficitaire. La Cour des comptes prévoit des déficits supérieurs à 20 milliards par an jusqu'en 2029. La COS pourrait porter jusqu'à 150 milliards de dettes à court terme en 2029. Et la crise géopolitique, encore en cours, pourrait dégrader le déficit d'ici 2027 de plusieurs milliards. Sur l'article 3, le tableau patrimonial, celui-ci nous indique que le passif net de la sécurité sociale atteint désormais 99,7 milliards d'euros, un niveau supérieur à ce qu'il était au sortir de la pandémie. Ce chiffre
révèle un endettement croissant de la sécurité sociale, faisant porter les déficits non par l'État lui-même, mais par les comptes sociaux. Et rappelons-nous, quand la crise Covid a frappé, l'État alors aurait pu assumer directement le coût de la crise sanitaire, mais il a fait le choix de transférer 135 milliards de dettes aux comptes sociaux via la CADES, en faisant peser sur les assurés et sur les générations futures ce qui aurait dû figurer au bilan de l'État. Ce choix politique délibéré explique en partie que nous nous battions aujourd'hui avec des records qui auraient dû rester ceux d'une parenthèse exceptionnelle. Car nous battons des records, mais ce ne sont pas les bons. Et quand on entend le gouvernement ou le groupe des Républicains, on va voter pour, mais qu'est-ce qui légitime cette approche soi-disant technique, alors que la LACS, ça s'entend dans tous les exposés, est bien un objet politique. Je crois que si l'autosatisfaction était remboursée par la sécurité sociale, certains au gouvernement seraient riches. Les difficultés conjoncturelles ne suffisent pas à expliquer un déficit structurel qui se creuse année après année en dehors de toute crise sanitaire. Et les jeux d'écriture entre les branches ne changent pas plus la réalité. Nos finances sociales sont en mauvais état. La gestion des comptes sociaux depuis 2017 est très mauvaise. Côté recettes, les allègements généraux de cotisations représentent aujourd'hui 75,6 milliards d'euros en 2025 contre 29 en 2017. En 8 ans, ce poste a été multiplié par presque 3. La part des cotisations dans le financement de notre protection sociale est passée à 48% aujourd'hui contre 82% en 1993. Et cette année, le rapporteur général de l'Assemblée nationale a écrit au gouvernement pour connaître le montant des exonérations non compensées en 2025. Pour mémoire, il était de 5,5 milliards en 2024. À ce jour, aucune réponse n'a été obtenue. Et ce silence nous dit beaucoup sur l'état d'information du Parlement sur les finances sociales. Côté dépenses, car c'est important, oui, des économies sont possibles, des économies intelligentes, ciblées, fondées sur l'évaluation réelle de ce que la collectivité finance. Oui, nous devons clore ce temps où nous dépensons les ressources de la collectivité pour financer des offres de santé qui n'améliorent pas l'état de santé de notre population. Oui, il est irresponsable de consacrer en quelques années 30 milliards de plus à la dépense de santé sans que le lien entre cet argent et de meilleurs indicateurs ne soit établi. Reconnaissons que le conservatisme de la dépense nourrit la dégradation d'indicateurs de santé. Et la Cour des comptes, par exemple, l'a elle-même indiqué quand elle rappelle que la France est l'un des derniers pays de l'OCDE à prendre en charge des cures thermales sans que leur service médical rendu ait été démontré. 350 millions d'euros par an, en hausse de 16% en un an. Alors nous ne nions pas l'importance économique des territoires thermaux, bien sûr, mais dans un contexte où l'on suspend les revalorisations des kinésithérapeutes, où on gèle les dotations des EHPAD, la question de ce qui est médicalement justifié ne peut plus être esquivée. Le temps des lobbies doit s'incliner devant celui de l'intérêt général, à l'heure où l'état de nos finances met en péril la sécurité sociale elle-même. C'est le sens d'une régulation sérieuse, pas un rabot aveugle, mais bien une évaluation rigoureuse et le financement de ce qui est nécessaire. Et que dire devant l'inaction du gouvernement face à la financiarisation du système de soins ? Des groupes privés à but lucratif captent des pans entiers de notre système de santé. Cliniques, laboratoires, centres dentaires, opticiens, en optimisant leur modèle économique sur des actes rentables au détriment de la qualité et de l'égalité d'accès aux soins. Si nous ne disposons pas à ce stade d'un chiffrage précis de ce que coûte cette financiarisation à l'assurance maladie, les ordres de grandeur en jeu sont sans commune mesure avec d'autres postes de dépenses. Là se trouvent des marges de manœuvre et c'est précisément là que les gouvernements de ces dernières années n'ont pas voulu regarder. Il y a une urgence également, c'est que la CADES qui doit amortir 121,7 milliards de dettes sociales d'ici 2033. Tout nouveau transfert, au-delà des 15 milliards déjà prévus pour 2026, va nécessiter une loi organique. Mais une telle loi ne peut être envisagée sans trajectoire crédible de redressement, faute de quoi les déficits s'accumuleront. Alors, quelle mesure a pris le gouvernement ? En fait, on ne sait pas précisément. On nous a annoncé 2 milliards d'économies dans le champ social sans en préciser la nature précise. La Cour des comptes, elle, en demande 10, soit 6 milliards supplémentaires par an, en sus des 4 déjà programmés. L'écart entre les annonces et la réalité n'a jamais été aussi grand.
Ainsi, le texte que nous étudions aujourd'hui appelle à des messages clairs pour la préparation du prochain budget, car le PLFSS 2027, nous le savons, s'écrira dans un contexte difficile. Nous ne sommes pas dans l'opposition pour dénoncer, mais pour proposer. Et nous avons proposé un chemin alternatif viable, fondé sur une justice sociale et fiscale, une nouvelle construction de l'Ondam plus proche des territoires, des objectifs de santé des acteurs, une réduction des exonérations de cotisations, un véritable virage de la prévention avec une politique de l'alimentation et pas seulement des intérêts agroalimentaires, la mise en œuvre d'une fiscalité comportementale complète, une augmentation des revenus de la CSG sur les revenus du capital. Oui, ce chemin existe, mais malheureusement, les PLF successifs ne l'ont pas pris. Un seul exemple, aujourd'hui, les dépenses de prévention ne représentent que 2,6% des dépenses de santé courante en France. Alors, mes chers collègues, approuver ce texte, ce serait entériner une politique d'appauvrissement des recettes sociales qui dure depuis 10 ans. Et à l'arrivée, une montagne de déficits. C'est approuver une gestion qui est mise en échec. Ce n'est pas un vote technique. Ce serait dire aux soignants gelés dans leur revalorisation, aux résidents d'EHPAD privés de moyens, aux retraités à qui l'on a promis 100 € pour leur en donner 30, aux millions de salariés piégés dans les trappes à bas salaire, c'est ainsi et rien ne changera. Nous ne l'acceptons pas. La sécurité sociale mérite mieux que l'inaction, le déni et les jeux de tuyauterie. Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte. Je vous remercie.